il arrive un moment où tout se concentre. Ce jour-là, le jour de mon départ, regardant le paysage défiler, je me suis mise à murmurer les mots de Spinoza. Après que l'expérience m'eut appris que tout ce qui arrive communément dans la vie ordinaire est vain et futile, je me décidai à quoi? À partir, pour longtemps, à considérer qu'il n'y avait pour moi plus d'amis, ni d'amour, ni de travail, ni de passé, ni surtout d'avenir. Il n'y avait qu'une seule chose qui devait compter, faire une expérience. Pendant plusieurs mois, lire Nietzsche, mais le lire sur les lieux mêmes où il avait vécu et écrit, m'immerger dans son œuvre, son univers, retrouver des atmosphères similaires à celles qu'il avait connues, pour mieux puiser à son inspiration, pour développer en moi ce sens de l'indépendance vers quoi, en Nietzsche, tout était tourné. Je suis passionné d'indépendance. Je lui sacrifie tout. Sans doute parce que je possède l'âme la plus indépendante et que le fil le plus ténu me torture plus que d'autres des chaînes. D'abord, l'expérience fut celle de la solitude, du retrait. N'être rien, ne pas partager les activités courantes. La solitude. Atteindre des forces à une respiration nouvelle, par les paysages, les longues promenades, par les marches dans la montagne, les sentiers de campagne, la forêt. La première destination de mon voyage fut ainsi la Haute-Engadine, en Suisse orientale. C'est ici, à Saint-Moritz, que Nietzsche passe l'été 1879. Il a alors 35 ans. Il vient de prendre définitivement congé, quelques mois auparavant, de son poste de professeur à l'université de Bâle. Durant cet été, il rédige Le Voyageur et son ombre. Dans bien des sites naturels, nous nous redécouvrons nous-mêmes avec un agréable frisson. C'est le plus beau cas de double qui soit. Qu'il doit pouvoir être heureux celui qui a ce sentiment juste ici, dans cette clarté si pure et cette fraîcheur si tempérée, la grâce sévère de ces collines, de ces lacs, de ces forêts. Heureux celui qui peut dire « Il y a sûrement des aspects beaucoup plus grands et plus beaux de la nature, mais celui-ci m'est intime et familier. Il est de mon sang, et plus encore. » Nietzsche entre alors dans une nouvelle période de sa vie, période d'errance, d'isolement, de méditation et d'effervescence durant laquelle il va écrire ses ouvrages majeurs. Il reviendra désormais presque tous les étés dans cette région, plus précisément dans le village de Sils Maria. J'ai maintenant pris possession de l'Engadine et je suis comme dans mon élément. C'est tout à fait merveilleux. Je suis lié de parenté avec cette nature. Un matin, au réveil, cette phrase me revint à l'esprit. Durant un instant, je crus que je l'avais écrite dans mon rêve. En réalité, c'était une phrase tirée d'une lettre de Nietzsche. Je voudrais avoir assez d'argent pour pouvoir me bâtir ici une sorte de niche à chien idéal. J'entends une maison de bois à 2 pièces. Ce serait sur une presqu'île qui avance dans le lac de Sils et sur laquelle il y a eu autrefois un castellum romain.
qu'au bout de cette presqu'île, une plaque est gravée dans la pierre où sont inscrites quelques paroles de Zarathustra. Je vais maintenant raconter l'histoire de Zarathustra, la conception fondamentale de l'œuvre, la pensée de l'éternel retour, cette formule suprême de l'affirmation la plus haute qui puisse être atteinte, remonte au mois d'août 81. Cette pensée a été jetée sur une feuille avec cette inscription: à 6000 pieds au-dessus de l'homme et du temps. Ce jour-là, j'allais à travers bois, le long du lac de Silvaplana. Je fis halte près d'un énorme bloc de rocher dressé comme une pyramide. C'est alors que me vint cette pensée. Aborder cette pensée de l'éternel retour. Jusqu'alors, elle n'était pour moi qu'une conception mythique. Je découvris qu'elle était bien autre chose. L'homme le plus généreux, le plus vivant, le plus affirmateur, ne se contente pas d'admettre et d'apprendre à supporter la réalité telle qu'elle fut et telle qu'elle est, mais il veut la revoir telle qu'elle fut et telle qu'elle est, pour toute l'éternité. Durant plusieurs jours, je vins près du rocher. Je sillonnais le chemin alentour. Je répétais, à mi-voix, « Que dirais-tu si un jour un démon se glissait jusque dans ta solitude et te dise : cette vie telle que tu la vis maintenant et telle que tu l'as vécue, tu devras la vivre encore une fois et d'innombrables fois. Et il n'y aura rien de nouveau en elle. Chaque douleur et chaque plaisir, chaque pensée et chaque gémissement devront revenir pour toi. Si cette pensée exerçait sur toi son emprise, elle te transformerait, faisant de toi, tel que tu es, un autre, te broyant peut-être. un jour que j'apercevais de loin, de l'autre rive, le rocher, je me dis, ce qu'elle a d'effroyable cette pensée, c'est de forcer à la joie devant toute chose, c'est qu'elle contraint à vivre chaque instant dans son intensité. Depuis lors, s'il m'est arrivé de m'attrister, toujours je fus rappelé à l'ordre de la joie devant toute chose. Mais le dernier jour que je passai à Sils, je compris que la profondeur de cette